En attendant le match, le talk foot de Sudinfo et le soir en collaboration avec Vous Sport, c'est parti avec cette semaine autour de la table. Celle qui crève les écrans tous les week-ends sur les terrains de Pro League et dans le box-to-box sur Eleven, mais également tous les lundis avec l'Europe des 11 sur Vos Sports, sans oublier l'Europa League sur la RTBF. C'était donc normal de venir éblouir ce talk Vous Sport avec nous. Christine Schrader, bienvenue dans cette émission. Ben écoutez, j'ai bien fait de venir. Merci pour l'accueil. Bonjour à tout le monde. La barre est où, les gars? Alors lui, c'est un tapis rouge, Christine. Vous l'entendez déjà parce que lui, il ne crève pas l'écran, mais il sort tous les lundis sa plume bien aiguisée. C'est le rendez-vous historique du soir, le coup franc. Il est également chef foot pour Sudinfo et pour le soir. Frédéric Larsimon, bonjour. Bonjour. Il revient en deuxième semaine. Il a réussi son examen de passage la semaine passée, donc il est de nouveau là, notre Carolo assumé. C'est également un des experts foot de Sudinfo et le soir, bien entendu, Philippe De Witt. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Et pour encadrer ces débats, les animer, les guider, rien de tel évidemment que le chef sport de Rossel Sport. Voilà, c'est Grégory Baillet pour Sudinfo et pour le soir. Alors les débats autour de la table cette semaine, on va parler des situations de Divock Origi et de Eden Hazard. Ils ont décidé de ne pas changer de club malgré le peu de temps de jeu dans leur club respectif. Donc est-ce un problème pour les Diables Rouges? On en parlera. Gros focus également, bien entendu, sur le choc de ce week-end, c'est le déplacement du leader, l'Union, à l'Antwerp. Ça sera d'ici quelques instants. Mais avant toute chose, on revient évidemment sur la rencontre d'hier soir, Grégory, entre Eupen et Anderlecht et les nouvelles polémiques liées au VAR. Oui, 2 buts partout et ce fameux penalty accordé au Sporting d'Anderlecht en toute fin de rencontre sur un penalty que certains diront litigieux. Le VAR est intervenu. Ce VAR, il n'arrête pas de faire parler. Et pas toujours de manière positive. Franchement, quand on voit la responsabilité qu'a pris Lorenz Visser dans son petit bocal à Tubize avec ses assistants, pour dire vraiment que c'est quand même une décision qui est lourde de conséquences. Personnellement, j'ai quand même du mal en ayant revu et survu les ralentis, j'ai quand même du mal à me dire qu'on ait tracé une ligne pour savoir si le genou de Rafaelov au moment du contact avec Peters était bien ou non à hauteur de ligne. Tout dépend de l'angle. Effectivement, on voit des caméras, mais les caméras sont-elles orientées comme une ligne officielle? J'ai quand même mes doutes. Alors, comme partout, il y a l'esprit et la lettre. Quand vous êtes flashé à 121, si vous êtes au-dessus de 120... mais très sincèrement, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier, des pénaltys comme ça, j'en ai jamais vu. Ou alors, on applique le règlement à la lettre et on siffle un péno sur tous les corners, et des situations pareilles, je pense qu'on en verrait plus souvent, des pénaltys sur des situations pareilles. C'est un éternel débat, j'ai envie de dire, le VAR. On sait que Rajan Nainggolan est un des premiers aussi à signaler que pour lui, ça tue un peu le football. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi Je ne dirais pas ça, mais est-ce que vous n'aviez pas l'impression que de toute façon, la polémique, les discussions, elles allaient se poursuivre malgré la présence d'une vidéo-assistance? Je pense qu'on avait mis en exergue le fait que ça allait régler pas mal de choses, et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où la situation d'hier est vraiment très compliquée à juger, et je voudrais la mettre en perspective avec ce qu'il se dit souvent aussi. Cette faute-là, on la siffle au milieu du terrain, mais on ne la sifflerait pas dans le rectangle. Et ici, sur la ligne, et donc rappelez que la ligne fait déjà partie du rectangle, sur par exemple un ballon de contre rapide, et le dernier défenseur qui fauche l'attaquant sur la ligne dans ce type d'action, je pense qu'on va facilement dire « Ok, oui, il était sur la ligne, il y a péno ». Mais alors où je te rejoins, Fred, c'est vrai que hier, c'était un petit peu bizarre dans ce genre de situation, avec un rectangle nourri de monde, et d'être là juste sur ce contact qui est peut-être ou pas sur la ligne, c'est là aussi toute la question, et d'offrir voilà, siffler. Attention à ce que je dis, mais siffler et accorder le penalty, ça entraîne évidemment des discussions pendant des heures et qui ne seront jamais réglées. Alors, il n'y aura qu'à entendre l'avis du département référé pour avoir leur position là-dessus. Je ne sais pas s'il y aura comme pour le championnat.
On peut Mais à l'espérer. part ça, oui, on l'espère. Ce qui est curieux, c'est que les Anderlechtois ne réclament pas pénalty. Donc même pour eux, il semble évident que ce n'est pas sur la ligne, ni encore moins dans le rectangle. Maintenant, il y a des photos qui laissent penser que c'est sur la ligne, d'autres photos qui laissent penser que c'est pas sur la ligne, selon l'angle, comme a dit Fred, mais aussi selon que la photo est faite un tiers de milliseconde avant ou après, c'est compliqué. Et moi, je voudrais revenir aussi, je partage l'avis de Philippe Van de Waal hier sur RTL, le premier pénalty donné à Anderlecht, sifflé. Ah, voilà. Oui, je fais le même lapsus que toi, Christine. Sifflé pour Anderlecht. On a vraiment l'impression que c'est Kouamé qui bloque sa course exprès pour que le défenseur adverse lui rentre dedans. C'est évidemment intelligent de la part de Kouamé, et à partir de là, c'est compliqué de pas le siffler. Mais il y a aussi des débats là-dessus. Maintenant, beaucoup de gens disent déjà, oui, ben évidemment, c'est Anderlecht. Non, ça, c'est faire un procès en malhonnêteté à M. Lardot, à M. Vusseur, et je ne le ferai certainement pas. Mais sur les deux pénaltys pour Anderlecht, finalement, il y a quand même débat. Oui. En fait, par rapport au VAR, on s'est sans doute tous dit quelque part que le VAR allait régler tous les problèmes parce qu'on allait tout voir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le VAR est quelque chose de bien parce que règle peut-être 80% des situations. Mais les 20% restants, le débat est encore plus exacerbé parce qu'il y a le VAR. Clairement. Ah oui, clairement, Oui, parce bien qu'on sûr. pense qu'il y a aujourd'hui toute une équipe autour de l'arbitrage et qu'en plus, les caméras doivent permettre de rappeler tout de même que, ne fût-ce qu'en Belgique, en tout cas pour notre championnat, il n'y a pas le même nombre de caméras sur toutes les rencontres. Donc ça ne permet pas non plus la même vision sous tous les angles d'une action, quelle qu'elle soit, à être jugée par le VAR. Prenez l'exemple d'une passe en profondeur. On part du principe quand le ballon part du pied du joueur, mais il part du pied quand? Il faudrait pucer les chaussures des joueurs en se disant est-ce que le ballon est à ça de la chaussure ou est à ça de la chaussure. C'est un débat. Et puis le fameux, pour moi le pire c'est le hors-jeu, avec ce qui s'était passé notamment en première ligue, avec ces millimètres du millimètre, du petit millimètre, qui font que Mais on les cette calcule comment, fameuse, Christine? voilà, et pourquoi ce serait juste. Voilà. Et c'est tracé géométrique incroyable, c'est bien pour les jeunes étudiants pour apprendre la géométrie certainement, mais l'avantage à l'attaque. C'est tellement dommage de nuire à cela aussi dans le foot. Donc la discussion sera sans fin encore une fois pour cette action de but. Mais on sentait qu'il allait peut-être bien se passer quelque chose tout de même. Le fait qu'Anderlecht soit mené, ça fait aussi partie d'une physionomie de rencontre et du fait qu'on sent que la tension s'installe parce qu'Anderlecht est mené à Eupen. Ça l'a fait mal et il va se passer un petit truc. Je pense qu'en âme et conscience, Lorenz Visser a appliqué le règlement. Et je ne rejoins pas Philippe en disant les joueurs n'ont pas réagi. Je pense que les joueurs connaissent pas le règlement. À ce de la niveau-là. ligne qui fait partie du rectangle. Je suis certain. C'est déjà le rectangle. Oui. Je suis certain de ça. Certains peut-être, mais pas tous quand même. Enfin, mais il est évident qu'à partir du moment où il prend sa décision, je ne sais pas si d'autres que lui l'auraient prise dans un contexte pareil, ça c'est certain. Mais je pense qu'il y a quand même la question de l'angle. Et de savoir si ce pied est effectivement ou ce genou au moment de l'impact est à hauteur de la ligne ou pas. Tu ne penses pas que lui, il le voit plus dans le rectangle, peut-être par sa vision à lui? Ah ben je pense qu'il le voit, c'est pour ça qu'il prend cette décision-là. Oui, c'est ça, mais d'un point de vue technique, moi les ralentis que j'ai vus hier après le match me donnent pas de certitude. On ne voit pas le genou. On ne voit pas tous la même chose. Voilà, en plus. On n'a pas le même œil. Et puis on rappellera quand même une chose, c'est qu'un penalty, c'est pas forcément un but. Faut quand même le dire. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, ça fait les affaires de Vincent Kompany, parce que pour le moment, Sporting d'Anderlecht, ça fait quand même 2 défaites d'affilée. C'était presque la 3e défaite d'affilée. Oui, mais contre Et le on en cours du oublie jeu. presque. Très honnêtement, la victoire de Penn aurait été quand même méchamment flattée. Ils sont arrivés 2 fois et demi dans le rectangle d'Anderlecht pour obtenir un penalty et un but. Pardon, je pense que effectivement, outre l'incident, le 2-2 est parfaitement logique. Oui. Bon, ça nous permet peut-être de passer au débat suivant, qui est le mercato. Axé sur une fin de mercato plutôt agitée, Grégory. Oui, en effet. Donc, le mercato, on a presque envie de dire peut-être qu'un nouveau championnat commence, pour certains. Quelle analyse vous feriez de ce mercato? Il y a quand même pas mal de choses à dire. Quelles sont les équipes finalement qui se sont vraiment renforcées et quelles sont les équipes qui se sont déforcées? Et puis on aura l'occasion sans doute de parler de ce fameux transfert surprise d'Al-Dakhil à Saint-Tron qui est assez étrange. Moi, on risque de plomber l'ambiance. Je ne crois pas du tout au mercato d'hiver.
à de très très rares exceptions près, on a des joueurs qui arrivent sans rythme, parce qu'ils ne jouent pas dans les clubs d'où ils viennent. On a rarement vraiment des joueurs qui ont un impact immédiat. Donc, je ne pense pas qu'à une dizaine de journées de la fin, ça puisse changer radicalement la physionomie. Ça va, au coup par coup, instiller ou redonner un petit peu d'air à certaines équipes. Mais est-ce que une équipe a déjà été championne grâce à son mercato d'hiver ? J'en ai pas souvenir. Non, moi je pense que le mercato d'hiver peut avoir beaucoup d'impact plutôt en out qu'en in. Voilà. Quand on voit Charleroi qui perd Nicholson, ça change tout. Voilà. Et ils ont déjà fait plusieurs fois le coup à Charleroi, d'autres équipes aussi. Par contre, en in, c'est rare qu'il y ait vraiment quelque chose de décisif. Maintenant, quand on voit le Standard, par exemple, qui a pris 4-5 bons joueurs, ils ont perdu quand même en même temps Siquet et Faye, qui fait une très bonne canne. Et là, De Waal est blessé pour 5-6 semaines, ils n'ont pratiquement plus de solution à l'arrière droit. Donc là, il y a un déforcement. Mais donc, je pense que ça a plus d'impact, vraiment, je répète, en out qu'en in. Mais pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, par exemple, avec le Standard, je pensais comme toi, Philippe, que là, c'est positif parce que c'est des joueurs qui ont eu un impact direct. Ils en avaient besoin, c'est vrai, vu leur situation. Oui. Mais que ce soit Cafaro ou Aymon, il y a eu buts et des buts importants. Même si aussi contre Malines, bien sûr, la situation, tu parlais d'Anderlecht qui ne méritait peut-être pas de perdre le match hier, le Standard ne méritait pas de perdre contre Malines non plus. C'était un match très équilibré, très agréable à suivre d'ailleurs, très intense, avec de belles actions aussi. Et donc le partage aurait été peut-être logique et Cafaro aurait eu déjà aussi son importance comme il l'avait déjà eu face à Bruges. Mais la situation du Standard est telle que ils étaient dans l'obligation, eux, d'amener autre chose dans l'équipe, au niveau du talent technique, on va dire, mais également au niveau du mental. Et c'est vrai que les choix sont très ciblés par des joueurs en plus connus par le staff, que ce soit Will Steele qui avait connu Cafaro à Reims, que ce soit Elsner qui connaissait Gilles De Waal à Courtrai, mais comme tu dis... Et Aymon qui connaît le club. Et Aymon qui connaît le club. Mais comme tu dis par rapport à Gilles De Waal, et c'est ça le danger, parce que l'impact, oui, peut-être parfois, mais alors c'est des joueurs à court de rythme, effectivement, Fred, et qui du coup peut-être se blessent plus rapidement une fois qu'ils doivent se mettre dans l'intensité. Il faut l'avoir, je sais tout le bien du monde évidemment, mais Renaud Aymon, il faut l'avoir sur la longueur, c'est même histoire. Hein. Et voilà, sur l'arrivée en play-off. Est-ce comment le physique va suivre, comment le corps va subir le fait de retrouver J'ai ce rythme. J'ai un peu l'impression que le mercato d'hiver, c'est une addition de mini-coup de poker en disant... Là, on a besoin... Il y a un joueur qui fait l'exception, c'est l'arrivée de Bruno Fernandes à Manchester United en cours de saison, en janvier, il change tout. Alors, non, ils n'ont pas été chercher le titre, c'est vrai, mais il a quand même tout changé dans l'approche de Manchester United. Et pour revenir à la question de base, pour moi, la plus grosse perte, c'est Bruges. Alors, vous allez me dire, c'est pas les joueurs, mais le coach... C'est hors mercato aussi, c'est une autre histoire. Ça devient un petit peu trop récurrent aussi dans notre football belge de voir les entraîneurs prendre cette décision. J'entends bien qu'on les limoge comme on veut aussi et que donc pourquoi eux ne partiraient pas aussi comme ils le souhaitent avec compensation. Mais pour moi, c'est la plus grosse perte, c'est que Bruges ait perdu son coach et d'avoir choisi un coach certes d'expérience, mais qui décide en plus de bouger l'animation en plein cours de saison alors qu'on joue le titre. C'est là-dessus que Bruges va devoir se réinventer et c'est tout le risque d'une machine qui tournait quand même depuis quelques années. Mais pourquoi changer l'animation ? Voilà, parce qu'on a un Hollandais, c'est tout. Et que le Hollandais, par définition, aussi tout mieux de tout le monde. Et justement, le mercato, excuse-moi Philippe, le mercato, on a souvent l'impression que si ça ne permet pas d'être champion, ça a permis quand même dans le passé à certains clubs qui étaient en bas de tableau de sauver leur peau. On a l'impression que... Mais ça, c'est de la rustine, Greg. Voilà. Oui, on est d'accord. Mais est-ce que le Standard n'est pas dans cette situation où il s'est dit, là, il faut quand même qu'on sauve notre peau et qu'on arrive à un stade maintenant où le Standard peut-il en fait réellement viser le top 8 avec ce mercato-là ? Mais le Standard, je pense que le mercato du Standard est aussi et avant tout destiné à éviter la révolution. Hein. Parce que j'ai vraiment pas le sentiment que le Standard était en si fâcheuse posture que ça. Même si techniquement, oui, il y avait peu de points qui le séparaient de Serein. Pour le top 8, oui. Mais pour le top, oui. Et c'est quand même un cuisant échec de ne pas participer au top 8, si c'est le cas. Oui, mais moi je crois que c'était surtout destiné à apaiser un peu les esprits et à permettre à Bruno Fernandes de trouver des investisseurs un peu plus calmement avec des résultats qui allaient un peu mieux. Heureusement que Mouleka a résisté visiblement, contrairement à Klaus et Aldakil, mais que Mouleka a résisté, parce qu'on parlait du cas de Renaud Aymon. Va-t-il tenir sur la longueur aussi dans la répétition ?
Et c'est un des joueurs qui a quand même rendu de bons services et qui s'est montré intéressant, utile dans le jeu, qui notamment de mémoire des matchs, même pas un seul, mais contre Gand, avoir Nga2 face à lui et le mettre en difficulté, c'était pas évident. C'est pas évident de mettre Nga2, c'est un des meilleurs défenseurs centraux de notre compétition, et certainement dans ce trio-là. C'est par exemple le profil de joueur qui permet de peser comme ça sur une rencontre et d'amener des résultats aussi. Donc c'est intéressant. Et par rapport au standard et tout ce qu'on dit là, est-ce que le problème n'a pas été de prendre bien, mais de se séparer aussi? Pourquoi? Pour des raisons financières, point. Oui. Le salaire de Klose, le prêt d'Offenheim devenait insoutenable. Le salaire de Maxime Lestienne devenait insoutenable. Je suis très étonné que Mehdi Carcela n'ait pas été mis dans la balance. Je sais qu'ils ont essayé de se débarrasser de l'AFIS sans y parvenir. Le départ de Joao Klose a été mis sur le compte du sportif avec un entraîneur qui n'en voulait plus. Il y a du financier aussi derrière. Lui aussi, ce qu'il a montré, ces mots étaient d'ailleurs assez émouvants, ce qu'il dit sur les réseaux sociaux pour se séparer du club. Et il s'était bien impliqué, bien imbriqué. Il avait cette mentalité standard. Donc ça doit être assez dur pour lui. Par contre, il y a un signal qui, pour les supporters et même pour l'extérieur, qui semble quand même étrange. C'est ce fameux conflit qui existe entre le Standard, Bruno Venanzi, et Saint-Tron, sachant que ça peut arriver à la FIFA et qu'on pourrait avoir de grosses sanctions du côté du Standard. Comme par hasard, Al-Dakhil et Klose arrivent à Saint-Tron. On a l'impression qu'il y a un arrangement derrière. Là, on se dit, à un moment donné, les footballeurs sont vraiment des pions. Oui, mais là, Klose pas, hein, c'est différent. Klose, le contrat de location avait été révisé et repartait. Mais c'est vrai que dans le cas d'Al-Dakhil, on peut se poser des questions. Maintenant, là aussi, il faut regarder un peu la réalité en face. Al-Dakhil avait re-signé un contrat beaucoup plus important et c'est Saint-Tron, ça on le dit pas assez, c'est Saint-Tron qui est venu dans la danse par rapport à Al-Dakhil. C'est le manager d'Al-Dakhil qui est venu en disant « j'ai trouvé un club, Saint-Tron ». Et le Standard a dit « écoutez, ça pose un petit problème, on discute pas avec Saint-Tron ». Et là, le directeur général japonais de Saint-Tron a fait lui-même la démarche. Alors effectivement, au bout du compte, on va pas être jésuite, hein, ça arrange tout le monde. Et c'est une manière d'éteindre au moins un des deux incendies. Je rappelle que la plainte au pénal, on peut pas y toucher. Et même la FIFA peut aussi poursuivre la plainte, voilà. Même si Saint-Tron la retire. Moi, j'ai presque l'impression que c'est une magouille pour éteindre une autre magouille. Parce que Al-Dakhil est presque donné à Saint-Tron pour 500 000 € alors qu'il en vaut 2 ou 3 fois plus. Et à la limite, même pourquoi... la valeur avait chuté. Hein, il a encore estimé 1,2 million en tout cas. Donc c'est quand même plus de 2 fois le prix auquel il a été vendu. Et pourquoi un club ne pourrait pas faire dire, nous on dépose plainte à l'autorité de la concurrence, si Saint-Tron peut avoir un joueur à la moitié ou au tiers du prix, alors que nous on aurait peut-être bien payé 700 000 pour l'avoir, il y a un vrai problème de concurrence peut-être. En plus de la plainte, je répète, la FIFA peut suivre les sanctions du Standard. Ça s'est toujours fait. Reza a été loué à un prix à Charleroi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui n'étaient pas normales. Hein. Voilà, Kebano, quand il a été vendu à Genk, c'était pas normal non plus. Vous mettiez en cause mais ici, vraiment, le mercato hivernal. Est-ce qu'il n'a pas été plus que jamais, je crois que c'est 2002, hein, la création du mercato hivernal, mis en place pour tout ce genre de transactions, pour les agents, pour récupérer encore plus d'argent et se retrouver dans une situation où, oui, certes, il y a des joueurs qui gagnent démesurément leur vie et très bien, et est-ce que c'est démesuré ou pas, ça c'est l'objet d'un autre débat, mais pour ce nombre-là, il y a un nombre bien plus élevé de joueurs dans des situations critiques. Quand tu parlais de pions tout à l'heure, c'est encore sympathique de nommer cela de cette manière. Mais il y a des joueurs qui se retrouvent être une véritable marchandise. Tu dis le prix a chuté, t'imagines, t'es périmé parce que t'as joué 3 matchs, 3 pas trop mauvais matchs, et puis parce que le coach a décidé, ou parce que les joueurs sont revenus, c'était assez logique, puisque l'AFIS revenait que Al-Dakhil, le jeune, retourne sur le banc, mais donc tu perds ta valeur. Donc ce que t'as montré il y a 2 mois n'a plus aucune signification parce que tu ne joues plus. T'as perdu ton talent, t'as perdu le possible futur que tu as. Mais oui, mais c'est la même chose avec. Mais donc c'est bien. C'est exactement la même chose, Christine, avec un joueur. Un jeune joueur qui a un contrat minimum, un contrat de 1500 € par mois, il claque 6 buts. Au mois d'octobre, son manager est là et ça devient 15 000 par mois. Ça ne devrait pas être... Mais c'est quand même la loi du milieu.
c'est la loi de l'urgence en fait. Ah, j'ai plein de choses. On planifie pas. Je ne pense pas qu'en bourse les cotes augmentent de cette manière. Si tu vends du produit pendant une semaine à un top, on va quand même attendre de voir si ton produit. Mais la bourse marche aussi à l'émotionnel. Moi, il y a un directeur de club bien connu qui m'a toujours dit l'erreur, c'est de re-signer un joueur en plein boom. Il faut faire re-signer un joueur quand il est blessé, quand il est un peu en méforme. Mais ça, il faut connaître le foot. Parce que c'est facile. Il faut le sentir. Voilà. Avant de passer aux questions cash, moi j'ai encore une question par rapport au mercato du Standard. On parlait d'Aldakil, les jeunes, etc. Mais il y a quand même un souci du côté des Liégeois, j'ai envie de dire, c'est qu'on laisse partir Siquet, on laisse partir Aldakil, quels que soient les montants. Le signal par rapport à cette école de jeunes, le fait qu'on fait confiance aux jeunes, etc. Là, on a eu l'impression qu'on a quand même laissé partir 2 jeunes à des prix... Greg, ça s'appelle l'urgence. C'est l'urgence, point à la ligne, il y a le feu. Au niveau des finances, il y a une licence. Je vous rappelle que dans 1 mois, la licence va être attribuée ou pas. Je crois qu'il va encore y avoir quelques recours devant la CBS. Il y a Monsieur Licence qui est là. On aura un beau feuilleton un peu, je pense. Ça va être un feuilleton. Ici, il est clair que le Standard doit récupérer des sous. C'est pour ça que je vous dis, je suis très étonné qu'il n'ait pas essayé de refourguer Carcella, qui est quand même un bon contrat. Mais ça a été le cas. Je veux dire que je crois que Alexandre Grosjean et Bruno Venanzi iraient bien à la rame jusqu'à Singapour pour aller déposer Maxime Lestienne. Un rapide petit tour de table avec 3 questions cash, donc très rapide. Je compte sur votre rigueur, oui, non, évidemment. Pas oui non, mais allez, réponse en 5 secondes. Le club qui a réussi le mieux son mercato. On commence le tour de table par toi, Christine. Bah oui, je peux pas dire oui non. Voilà. Le Standard. Le Standard. Fred. Charleroi. Philippe. Pour moi, l'Union, parce qu'ils n'ont perdu personne alors qu'il y avait un gros risque, et ils ont pris 4 bons joueurs qui vont étoffer le noyau et déjà préparer la suite. Je partage l'opinion de Philippe. C'est un mercato pas forcément entrant impressionnant, même si Puertas, je pense qu'on en reparlera. Mais ils ont réussi à garder leurs éléments forts, ce que les autres, finalement, n'ont pas pu faire. On a dit 5 secondes, Greg. Oui, je sais, je triche. Très belle à Lausanne. Un gâchis, Christine? Ah oui, peut-être pas pour lui, attention, il a besoin de jouer, mais ça restera une énigme, je peux répondre un peu plus que oui, une énigme énorme parce que, par exemple, moi j'aurais beaucoup aimé le voir plus souvent avec Lior Refailov pour former un triangle parce que on aura l'occasion certainement d'en reparler ici aussi, mais c'est une base tellement solide et importante pour toutes les équipes. On peut comparer tous les triangles de l'entrejeu de nos équipes fortes cette saison. Ici, on aurait pu tout de même avoir l'apport d'Adrien Trebel et ça restera donc cette énigme de pourquoi à ce point mis de côté à Anderlecht. Mais peut-être que les experts là ils ont des réponses. Notre chef foot. Mais pour moi, Trebel est l'exemple du mercantilisme absolu. C'est-à-dire qu'un joueur qui a privilégié son salaire, sa situation familiale, et très honnêtement, il y a plein de gens qui le font dans la vie courante par rapport à leur mais c'est sa faute qu'il ne joue plus, qu'il n'est plus. Moi, je pense que c'est sa faute. Non, pas son temps de jeu. Je pense que c'est sa faute que ce départ vers Lausanne n'ait pas été anticipé bien avant. Il s'est assis sur son contrat. Alors Philippe Delutte a certainement cru pendant quelques secondes que Trebel pouvait débarquer à Charleroi. Non, je n'y ai jamais cru, mais pour moi, la faute, c'est de ne pas le faire jouer Anderlecht. Pour moi, il est bien plus fort que Cullen, que Olsson. Avec lui, Anderlecht aurait, je pense, 4 ou 5 points de plus et serait peut-être candidat au titre. Ça reste vraiment incompréhensible, à mon avis. Il était plus fort à Anderlecht qu'au Standard, par exemple. Ah oui, bien sûr. Dans la régularité, il était plus fort à Anderlecht. Tout à fait. Au plus mal pour Anderlecht, au plus critique de la situation d'une saison ou l'autre, je me souviens de ce parcours en Europa League catastrophique, là où ils prennent combien 0 point, 1 point, où Trebel est encore, là je pense quand même dans le groupe, mais il aurait pu aider, comme le dit Philippe, et c'était aussi le seul qui, malgré, c'est ça que je voulais dire par rapport à ces situations critiques, faisait ses matchs, et était là tout de même je pense qu'il faut pas confondre, dans un rendement. Il faut pas confondre deux points de vue. Il est évident que Trebel, c'est un plus pour Anderlecht. Je partage tout à fait l'avis unanime. Mais à partir du moment où il y a un conflit de personnes, il y a l'histoire de Moji, il y a la mésentente entre Trebel et compagnie, à partir du moment où il y a un conflit de personnes, il sait qu'il va se retrouver pratiquement au cachot au Parc Street. À lui d'en sortir par le haut.
il a choisi de privilégier ses intérêts financiers. Personnellement, je ne vais pas vexer une larme. Hein. Comment il est arrivé à Anderlecht ? Il devait aller à Gand. Oui. C'était fait. Oui. L'histoire, finalement, s'écrit à la lumière aussi de ce genre de situation. Donc c'est vrai qu'on ne va pas pleurer pour lui. Ah non. Mais peut-être pour J'ai des les fragments plus supporters. difficiles que les siennes. Voilà, je pense que tout est dit, hein, Cédric. On va pas rajouter. Voilà, toute l'Europe du foot ne parle que d'une seule chose depuis quelques semaines. On voit des articles fleurir maintenant dans quasiment tous les quotidiens sportifs d'Europe. L'Union Saint-Gilloise, qu'est-ce que c'est que ce petit club de Saint-Gilles ? Évidemment, demain, 20h45, samedi, c'est le choc, puisque l'Union est leader. L'Union a un nouveau dauphin depuis ce week-end, pour celles et ceux qui l'auraient loupé, mais l'Antwerp a gagné en semaine à Courtrai. Donc il n'y a plus que 7 points d'écart entre l'Union et l'Antwerp. Le duel se déroule à Deurne demain 20h45 sur Eleven Pro League, bien entendu comme toutes les rencontres de D1A. Alors pour préfacer ce débat entre l'Union et l'Antwerp, je vous propose d'écouter le gardien de l'Union, Buté. Je pense que c'est un match, comme vous dites, attendu par beaucoup de monde, surtout ici à l'Antwerp avec le retour de nos supporters. Je pense qu'il sera à la fois psychologique et mathématique. Il y a 3 points en jeu et la possibilité pour nous de revenir à 4 longueurs de l'Union et psychologiquement pour mettre la pression sur cette équipe à qui beaucoup de choses le réussit cette année. Donc ça sera, je pense, sur ces 2 points-là très important, mais avant tout ce sera une belle bataille sportive, qu'à la fois dans les duels, une belle bataille sur le terrain et voilà, je pense que ce sera un beau match à vivre ce samedi et j'espère qu'on va finir vainqueur. Une interview réalisée par Jean-François Pat. Alors Christine, l'Antwerp, c'est finalement peut-être le rival numéro 1 de l'Union ou... Vous aviez déjà la tête dans les étoiles, hein, Cédric ? Vous avez dit Jean Butez, Union ? Oui, bien sûr, évidemment. Oui, c'est l'inverse. Et on est bien d'accord. Les auditrices et auditeurs sont des spécialistes du football. Bien plus que moi. Oh non. Oui, pour moi, certainement oui. C'est par rapport à la situation de Bruges, notamment, et ce changement de coach, par rapport au fait que l'Antwerp a un noyau tout de même très très large, très étoffé, de base construit pour jouer sur plusieurs tableaux. Malheureusement, l'expérience européenne a été courte pour eux cette saison, pour les Anversois. Des postes quasi doublés. Alors, oui, doublé, mais il y a tout de même régulièrement une série de joueurs blessés, de joueurs importants. Les absences ne sont pas trop longues, mais tout de même, ça peut coûter des points. Mais de fait, pourquoi candidat numéro 1 selon moi de l'Union ? Parce que d'abord, l'Union est le candidat numéro 1 au titre. Alors, ce n'est pas le seul candidat, mais il est le candidat numéro 1. L'Antwerp derrière lui, parce que encore la victoire ici à Courtrai en semaine. Ils ont 30% de possession. Oui, ils sont à 10 très rapidement. Mais ça s'équilibre aussi dans la deuxième partie de la rencontre, avec une exclusion aussi côté courtraisien. Mais ils ont trouvé cette fameuse efficacité. Et ça, c'est un des grands points communs entre les deux clubs. C'est qu'ils sont ultra efficaces. C'est-à-dire qu'il leur en faut peu d'occasions pour les convertir. Ils ont un taux de pourcentage assez élevé et ils sont efficaces défensivement. Ils sont capables aussi parfois de subir et d'ailleurs c'est la meilleure défense pour l'Union, la deuxième défense pour l'Antwerp. Donc parce qu'aussi de bons gardiens bien sûr, mais ça fait partie de cette efficacité essentielle. À titre de comparaison, Bruges et Gand, mais même Bruges sont les 2 équipes les moins efficaces de notre compétition au ratio de possibilités transformées. Certainement Gand, on l'a encore vu notamment en Coupe de Belgique face à Bruges. Mais c'est le cas de Bruges aussi. C'est assez interpellant. Les journalistes fonctionnent parfois et même souvent avec des œillères. J'étais au Parc du Den dimanche et effectivement tout le monde faisait ses petits calculs en disant ils ont pris une avance, ils ont augmenté leur avance sur Bruges et en fait finalement personne n'a vu revenir l'Antwerp. Et effectivement on pourrait se retrouver avec un écart très très faible. Pour moi, la grande chance de l'Union, si elle va au bout, c'est forcément la réduction du nombre de matchs en play-off. Parce que sur des play-offs à 10 matchs, le temps est quand même un peu plus long, on dirait Monsieur Lapalisse, que en 6 matchs. Maintenant,
Christine, tu le disais très justement, l'Union et l'Antwerp sont des équipes qui sont capables de défendre, de gérer. On se souvient dans les playoffs l'année passée avec l'Antwerp, à partir du moment où les adversaires ont abandonné le ballon à l'Antwerp, ça a été notre histoire. Donc, je pense que le grand tournant pour Felice Mazzu, ça va être le début de playoff, où les adversaires vont partir un peu moins à la fleur au fusil. L'Union va être forcément attendue, surtout si elle reste aux premières, ce qui reste encore aussi à démontrer. Et là, ça va peut-être changer un petit peu la donne. Parce que le foot de reconversion, j'oserais pas dire le foot défensif, parce que Felice Mazzu va nous arracher les yeux. C'est pas le cas. Et c'est même pas le cas. Face à Bruges, nombre d'occasions. On est tout à fait d'accord. C'est un jeu rapide, direct. Voilà. Mais c'est quand même un football d'organisation et de reconversion. C'est le cas de l'Antwerp aussi. Hein. Voilà, exactement. Ils sont dans le même cas de figure. Donc, on va voir un petit peu comment ces équipes-là vont un petit peu se réinventer en play-off. Et il l'a déjà fait, hein, Felice, souvent. Oui, mais créer on ne sera pas dans la pression des surprise pour. Ça va être autre chose. Mais t'as pas l'impression qu'ici, il y a quand même déjà une belle pression et qu'ils arrivent à la gérer? Oui, mais la pression de play-off, ça va être autre chose. C'est Philippe qui va faire la décision. Pour moi, le tournant, c'est peut-être bien le match de ce samedi. Parce que forcément, que l'Antwerp se retrouve à 10 points ou à 4 points d'Union, ça change tout. Surtout 4 points, il serait divisé par 2, ça ferait plus que 2 points. C'est-à-dire presque rien du tout en entamant les playoffs. Et l'Antwerp, vraiment, m'impressionne. C'est l'équipe du moment. Elle a pris 13 points sur 15 depuis le 1er janvier avec son match de terre. C'est une équipe qui est complète, à mon avis, plus forte que l'an dernier, mieux équilibrée, avec Nainggolan qui apporte ce supplément d'âme et d'énergie dont tout le monde rêve dans tous les clubs, je pense, et avec De Soleil qui s'impose enfin, avec Youssouf qui monte en puissance. Il y a vraiment un noyau important. Pour moi, l'Antwerp est capable de battre l'Union et de revenir potentiellement à 2 points en divisant par 2. Comme l'Union peut gagner, hein. Pour moi, c'est vraiment le tournant. Et il y a un truc qu'il faut dire sur l'Antwerp, et qui est vraiment un élément très important, c'est que c'est l'attitude de Paul Geesens. Il faut savoir que c'est un dirigeant qui est quand même très interventionniste. C'était le cas avec Prisk, qui était quand même un jeune coach au début de la saison. Et alors, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou les gens qui l'entourent, mais Geesens a lâché un peu de l'est par rapport à ça, et on voit tout de suite la différence dans les résultats de l'Antwerp. Et ça, c'est peut-être une donne. C'est un point commun aussi entre les deux coachs. C'est des coachs très humains qui arrivent à mener sur des vrais meneurs d'hommes, ce que fait Prisk. Manuel Benson, notamment, l'a confié, malheureusement blessé pour le moment, et certainement pour l'Antwerp, malheureusement. Il l'a enfin mis au niveau, il l'a amené au niveau auquel il doit être. Manuel Benson, c'est un des meilleurs techniciens de notre compétition, ce joueur-là. Et donc, il l'a dit clairement, c'est à force d'avoir le coach, c'est genre le profil de joueur qui doit être chouchouté, sans doute, et à qui un coach doit savoir parler, avec qui il doit trouver les mots. Donc, c'est la force aussi de Prisk aujourd'hui, de mener ce groupe, et de mettre Benson à ce niveau-là, Balikwisha aussi, quelque part, et en même temps de gérer Radja Nainggolan, qui ne doit pas être le plus simple non plus. Et donc, pour finir sur Nainggolan, j'adore déjà la confrontation avec Nielsen et ces fameux triangles dans l'entrejeu, 2 triangles très performants de chaque côté, à voir comment chacun va aligner les choses pour peut-être créer le déséquilibre de l'autre côté, prendre le dessus certainement dans cette zone du terrain où il y aura, comme toujours, une belle bataille. Un des éléments clés pour ce week-end, est-ce que ça ne serait pas ce que disait Jean Butet, en fait, à un moment donné, hein, c'est à la fois mettre la pression, enfin, sur l'Union, et c'est le retour des supporters à l'Antwerp. Ça va être chaud. Ça, on peut dire quand même que, entre guillemets, pour l'Union, c'était quand même une chance de pouvoir aller à Bruges sans public. C'était un atout quand même. Ouais, parfois ça a le côté inverse aussi. L'Antwerp, qui est de même dans la situation du poursuivant, trop de tension, trop de pression, sont capables aussi, que ce soit Nainggolan ou Overstraat, de passer outre aussi ce qui est licite dans une rencontre, et peut-être avec l'appui du public justement sentir trop. La pression, c'est vrai que ce sera une pression très différente entre les deux clubs. On a vu après le match contre L'Antwerp joue le titre, hein. Oui, et contre Saint-Tron, c'est un Paul candidat Geesens n'a pas hésité à descendre dans le Oui, non, je parle du fait que c'est une ambition affirmée. Ah oui, c'était déjà depuis leur retour, les mots étaient, même si c'était des mots de Lucien Donofrio à l'époque, mais dans les 5 ans, on joue le titre. On y est quasi, hein.
En tout cas, ils y sont, ils sont à 4 ans maintenant de présence. Je dis que quand on fait 18 transferts entrants sur une saison, évidemment. C'est pas pour jouer la Conference League. Mais donc la pression est différente aussi de ce côté-là. Moi, je pense que la dimension, il y a 3 dimensions dans ce match. Il y a la dimension humaine avec des coachs dont c'est vraiment le grand atout. Et j'irais même plus loin, dans le cas de Felice Mazou, c'est même du génie. Même si c'est quelque chose de très naturel, c'est pas calculé chez lui. Mais il a une dimension géniale, ça c'est certain. Il y a la dimension psychologique, comment est-ce qu'ils vont gérer cette pression à l'Union qui est quand même nouvelle et qui s'installe. Et l'Antwerp qui a la pression du résultat en disant on n'est pas ici pour jouer au billes, on doit être champion. Et alors, après ça viendra seulement le jeu. Et Felice, il devient trop fort, ces mots à la caméra après la victoire face à Anderlecht. Il nous fait du Mourinho, en fait, désormais. C'est-à-dire de peser bien sa communication, comme dans les grands moments de José Mourinho, qui savait juste piquer avec quelques mots. Donc, ça fait partie aujourd'hui d'un Felice. Devant la caméra, Felice est quand même plus calculateur qu'il est dans un vestiaire. Et ça fait partie du job aujourd'hui aussi. Ça fait partie du job, certainement. Et donc, oui, ça va être jusqu'au bout, mais... Souvenez-vous que Zulte Waregem a failli le faire, Et comme tu disais, là, les playoffs étaient longs. Mais c'est passé tout près, de la sensation. Près, oui. Et prenez le noyau de Zulte Waregem à ce moment-là, on prend le noyau de l'Union, on prend les coachs. Ouais. Et dans la bataille psychologique dont parlait aussi Jean Butet, est-ce qu'il n'y a pas un atout aussi de l'Union Saint-Gilloise? C'est un bon coup d'avoir finalement annoncé Undav parti. La pression, elle est partie. On sait qu'à la fin de saison, il sera à Brighton. On va plus, entre guillemets, l'ennuyer dans les prochaines semaines ou mois pour savoir où va-t-il aller, va-t-il rester, etc. Est-ce que là, du coup, on se lâche au niveau de la pression? C'est la belle histoire par rapport à un mercato. Combien n'ont pas dit « l'Union, ça ne va pas aller parce qu'ils vont perdre leurs meilleurs éléments ». Franchement, j'étais intimement convaincue avec tout ce qu'on vient de dire que ça n'allait pas se passer. Parce que les séries étaient là, parce que quand ils perdent contre OHL, tout de suite ils se rattrapent après. Et ce match-là, ils ne méritaient pas spécialement de le perdre. Et certainement, c'est un des éléments aussi, ils avaient une possession assez élevée à ce moment-là. Donc OHL avait bien compris aussi comment il fallait les ennuyer, les unionistes. Mais donc, ça fait partie de cette belle histoire et de cette construction qu'à un moment, ouf, il y a encore des joueurs qui, au-delà du portefeuille... Il y a surtout un propriétaire qui est capable de les garder, ces joueurs. Mais mais on sort un peu de la dimension de Madame Chapeau. On a quand même... Tu m'appelles Madame Chapeau? Non, on sort de la dimension de Madame Chapeau. Je ne connaîtrais pas, Christine. Ce sont les crapuleux de Maastricht qui m'appellent comme ça. Ils n'ont quand même pas triplé leur salaire, Maintenant, il y a peut-être des négociations, des primes très élevées en cas de titre, et je l'espère pour ces gars-là. Évidemment. Mais ils n'ont pas triplé leur salaire, j'imagine. On sent qu'il y a une histoire à écrire en commun, et tout le monde se dit, on n'a pas encore fini de l'écrire. Maintenant, l'épisode suivant, ça va être, je leur souhaite, une Champions League, par exemple. Est-ce que ce même noyau va pas se dire, finalement, on va quand même encore refaire 6 mois ensemble? Ah oui. Ouais. La question va peut-être se reposer en cas de titre, et même avec Undav. Est-ce que Brighton va faire ne va pas prolonger le prêt en disant on va le mettre en vitrine en Ligue des Champions plutôt que d'aller jouer la 13e place en Première Ligue? C'est possible. J'y crois moyennement parce que malgré tout, les différences de salaire, etc. sont tellement importantes. Mais moi, je fais confiance à l'Union qui a pris des joueurs qui viennent de nulle part, qui sont devenus des stars. Et je leur fais confiance pour la suite. Je pense qu'ils vont à nouveau trouver des joueurs incroyables avec leur fameux logiciel qui mobilise 160 personnes à Londres. Moi, je pense que l'Union va s'en sortir, même si toutes les stars s'en vont. D'ailleurs, la pression n'est plus sur une DAF puisqu'on sait normalement où il va. Elle va être quand même sur Van Zee, sur Nielsen, sur d'autres. Mais je pense qu'il y a un tel esprit de famille que pour finir la saison, en tout cas, cette pression-là ne sera pas négative. Le pire, ce serait de perdre le coach, peut-être. Ça, c'est le pire du pire. Ouais. Pour eux. Et c'est possible aussi. Pour conclure, honnêtement, à son grand âge, Felice, je le ferai. S'il est sollicité. Il est beaucoup plus âgé que toi. Grand âge, je ne parle pas la presse pour l'instant. Je ne parle pas la presse. C'est à peu près équivalent, je pense. Mais c'est vrai que si on lui propose le contrat de sa vie à 54 ans, je pense, il ne peut pas refuser. Pour conclure, même si on sait que vous n'avez pas la boule de cristal... J'ai un chapeau, il paraît, mais pas... J'ai qu'à me regarder sous la table, c'est qu'il n'y a pas la boule de cristal. Avantage à qui? On va pas donner un résultat, mais avantage à qui Antwerp-Union samedi soir? Partage. Ouais, ça sent vraiment le bon match nul. Moi, je pense qu'ils voudront tellement gagner tous les deux qu'il y aura un vainqueur, mais je ne sais pas lequel.
Bon, on va passer au dernier débat du jour. Ça concerne encore le mercato, mais plus à l'étranger. C'est Eden Hazard et Divock Origi. Ils sont finalement restés dans leur club, au Real Madrid et à Liverpool. Franchement, ça vous étonne? Mais est-ce que bon choix, mauvais choix, sachant qu'encore hier, Eden reste sur le banc, mené 1-0. Mais c'est pas le choix, les gars, c'est pas du choix. Mais sur Hazard, j'ai regardé des chiffres. Eden Hazard, depuis le 1er janvier, le Real a joué 8 matchs, toutes compétitions confondues. Eden a été 2 fois titulaire, 2 fois il est entré, 4 fois il est resté sur le banc. Alors j'ai vraiment l'impression, moi, que, pour parler trivialement, Ancelotti se fout de sa gueule. Pratiquement avant chaque match, il dit Eden est fit, il est prêt, je compte sur lui, etc. Encore hier, il rentre même pas. Alors qu'on a fait jouer Rodrigo et Vinicius, qui avaient joué le match Brésil-Paraguay, qui avait commencé mercredi à 1h du matin en Belgique. Donc il n'y a pas 42 heures entre les deux matchs, plus l'avion, le décalage horaire, etc. Et on fait jouer Rodrigo et Vinicius plutôt qu'Eden. Et quand on fait un changement, c'est même Isco qui rentre. Donc franchement, si c'est pas ça se foutre de la gueule d'Eden, je comprends plus rien. C'est très étonnant de la part d'un coach comme Carlo. Qui n'arrête pas de l'encenser et qui ne fait pas jouer. Et puis qui est quand même tout d'un gentleman. Qui disent rien. Mais non, il est interrogé, il a une conférence de presse. Il va pas dire, les 2 autres, je considère que même avec 8 heures d'avion dans les pattes, il est meilleur. Mais qu'il arrête de dire je compte sur lui alors que c'est pas le cas. Mais si, il est comme tout coach qui a besoin de 24 ou 25 joueurs, il compte sur lui. Là, il devient le 6e. Ils savent aussi très bien qu'ils vont jamais pouvoir se débarrasser d'Eden Hazard comme ça sur un mercato. En plus, Eden Hazard est trop cher au niveau du salaire. C'est le salaire, oui, le problème, oui. Et sur le prix de la valeur côté par Transfermarkt, le cycle de référence, il vaut encore 18 millions, alors qu'il a été acheté 110 il y a 2-3 ans. Voilà. Mais ça, c'est un accident industriel. Hein. On parle de cela depuis le début, là, ici, des salaires. Moi, très naïvement, je me demande si Eden, il n'avait pas envie de jouer pour 3 ou 4 fois moins. Il serait parti. Je pense qu'il serait parti. Est-ce qu'il peut ou pas, c'est ça qui est compliqué à savoir et qu'on ne saura sans doute jamais véritablement non plus, sauf si lui révèle, et j'espère qu'après sa carrière, il parlera de tout cet épisode de Real Madrid et qu'il racontera ce qu'il s'est passé. Parce que c'est mal embouché depuis le début. Alors oui, il a une partie des torts, certainement, mais pas que. Il est arrivé dans une équipe avec son étiquette de chouette gars, bon copain, c'est le bon pote, hein, Eden, quand même, qui a un talent hors norme, et certainement au niveau de notre football, mais qui arrive dans un club où, exemple, quand c'était les Galactiques, peut-être que ça se serait mieux passé pour lui d'être avec ces Galactiques-là. Ici, il arrive dans un club où les stars, c'est Modric, c'est Kroos, certainement, qui n'ont peut-être pas vu d'un si bon œil le côté, le bon copain, là, eux, des rigoureux, visiblement, quand même, hein, très professionnels et tout. Et depuis le début, moi, quand je regarde, et j'en ai vu quantité, des matchs du Real Madrid avec Eden, quand il jouait un peu plus régulièrement, ou même quand il joue pas, d'abord, c'est pas une équipe non plus qui enchantait spécialement. Et puis, on ne lui passe pas la balle. Franchement, oui, on ne lui passe pas la balle. Et il a besoin, avec le talent qu'il a, d'être un joueur clé, évidemment. Alors, quand tu arrives à cet âge-là au Real Madrid, après ce que tu as déjà prouvé, normalement, il n'y a même pas de temps d'adaptation. On te passe la balle. Tu deviens le joueur clé. Mais dans l'animation aussi proposée, est-ce que c'est vraiment sa place dans ce club-là ? Comment aurait-il pu résister enfin au Real qui vient le chercher, dont il parle depuis qu'il a 16-17 ans ? Mais c'est sans doute le mauvais choix, quelque part, d'avoir été là-bas à ce moment-là. C'est le mauvais choix, ça s'appelle une erreur de casting, où chacun a ses torts. Réciproque, tout à fait. C'est réciproque, mais à un moment donné, il faut quand même voir la réalité en face. Ce n'est plus le Eden Hazard de la Russie. Tout Eden qu'il est, et il commence à gamberger dans la tête. Je pense qu'il gamberge. Il a peut-être jamais été aussi frais physiquement, aussi fit qu'il ne l'est aujourd'hui. Les derniers matchs qu'il a joué, il a été bon. Il les qualifie en plus, ça ne sert à rien puisque ces idiots se font éliminer hier sans lui, justement. Mais quand on voit que Isco et Asensio, qui n'ont pas le cas de son talent, passent avant lui, mais ils sont de la famille. Comme tu disais, ils sont de la famille. Et on joue avec eux. Eden, il n'est pas de la famille, on ne joue pas avec lui. Heureusement qu'il y avait Benzema tout un temps. Oui, là, c'était la seule vraie connexion. Et on sentait l'affinité. Et Zidane. Oui. Et Zidane aussi, Mais c'est vrai que moi, les échos que j'ai eus à l'Euro, avec l'équipe nationale, il était sans doute un des joueurs, entre guillemets, les plus fit. C'est-à-dire que physiquement, il était prêt. En sortant de l'aspect blessure, physiquement, il était sans doute à un des meilleurs niveaux, peut-être même meilleur niveau qu'en 2018. Le jeu en Liga. Le foot en moins, malheureusement.
est plus sournois, le foot en Liga par rapport à la Première Ligue. Et ça, j'ai lu une interview de Saúl qui est à Chelsea maintenant, qui a du mal, qui ne joue pas, l'ancien de l'Atlético. Il y a une grande différence de football entre ces deux compétitions. Le débat n'est pas de se dire lequel est le meilleur championnat européen, mais c'est fort différent. Et c'est aussi pour avoir vu, on le cherchait. Alors oui, il subissait des fautes en Première Ligue, mais là, c'est franc, c'est net. C'est comme du Philippe Albert, en fait, par exemple. Mais c'est plus sournois dans le foot espagnol. On chatouillait beaucoup plus les chevilles. Et alors, dès qu'une action, c'était vraiment... Tu ne peux pas résister à la faute. Je pense qu'il résistait à certaines fautes anglaises parce que c'était moins sournois. Ici, t'es obligé de tomber parce que c'est une sale faute. Il en a pris dans les chevilles pendant toute sa carrière. Est-ce qu'il a encore... alors, on parlait de son hygiène de vie... qui était pas top. Est-ce que là il l'a. Est-ce que le fait qu'il ait accumulé, c'est quand même un joueur qu'on vise. Hein. Est-ce qu'il est encore capable de tenir ce rythme face à de temps en temps des bouchées de service. Hein. Est-ce qu'il mentalement il est encore à ce point dedans? Ce qui est certain, c'est que Eden Hazard est un type d'abord qui est un type très sain. C'est ce qui est quand même assez rare dans le foot. Et c'est un gars autour duquel tout doit tourner. Ça a tourné autour de lui à Chelsea, ça ne tourne plus autour de lui. Comme ces profils-là. Hein, et à mon avis, voilà, comme ce genre de profil. Et vous imaginez un jour une équipe qui ne tournerait pas autour de Messi? Oui, mais il se retrouve dans quel c'est ce qui a souvent été dit entre Barcelone et l'Argentine, les difficultés qu'il avait à être aussi transcendant Messi et avec, alors aussi, son équipe nationale. Pour revenir à son non-départ et à son non-transfert, je pense que on est dans le même cas avec Origi dont on va parler. On est dans une saison un peu bizarre. En théorie, on a une Coupe du Monde qui doit tomber au mois de juin. Et donc, au mois de novembre, décembre, quand tout commence à se décider, ben forcément, les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, ils ont un peu les pépettes, hein, si vous me passez l'expression. Donc, les transferts se forcent. Ici, on a le problème de contrat. On a le problème que la Coupe du Monde, finalement, elle est au mois de novembre et pas maintenant. Donc, la solution, elle existe. Et puis alors, la troisième chose, c'est que Eden Hazard est quand même dans une zone de confort à l'équipe nationale absolue. Il peut venir en trottinette, il jouera. C'est logique, non? Mais tout à fait logique. Oui. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais donc, il n'a pas la pression d'un sélectionneur qui lui dit « Mon coco, tu joues pas en club, tu joues plus en équipe nationale. » Il n'a pas cette pression-là. Il n'a pas la pression du calendrier. Et en plus, il a le handicap de son salaire qui est à plus de 13 millions par an. Et personnellement, je réfléchirai à 2 fois avant de faire une croix là-dessus. Voilà. Sur son salaire? Oui. Je peux pas lui donner tort. Et Divock Origi, c'est encore un cas à part. On sent que Jürgen Klopp, il le sort de temps en temps et il a quand même été souvent efficace. Il devient presque une légende. Il en est une. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70, David Fairclough, qui était le super sub, qui passait par notre championnat, je ne citerai pas le nom du club par lequel il est passé. Ah, mais on peut le rappeler quand même. C'est facile avec toi, bon, voilà. C'est facile. Mais donc voilà, il est rentré dans l'histoire du club, et on a l'impression qu'il n'a pas envie de quitter aussi facilement que cela Liverpool. Est-ce que c'est un mauvais choix? D'un autre côté, on a envie de dire qu'en équipe nationale, il se sent pas non plus soutenu par Roberto Martinez. Il fait pas partie des joueurs sur lesquels Roberto envisage un avenir. C'est différent, non? C'est différent. Il est vénéré tout de même, et il a le statut de légende par cette histoire extraordinaire de la demi-finale, notamment face à Barcelone, par des buts importants dans le derby, le sacro-saint derby face à Everton. Il est vénéré par Jürgen Klopp, qui a souvent des mots très très positifs. Parmi les derniers, c'était je ne comprends pas qu'on ne vienne pas le chercher, mais là aussi, il y a une histoire de prix de transfert, il y a une histoire de salaire. Il a 3,7 millions net par an. Et quels sont les clubs qui vont donner ça? Il est libre en fin de saison. Oui. Et puis ça fait des années qu'il est réserviste. C'est presque. Moi j'ai noté de fabrique, mais enfin il s'est habitué à ça. Depuis 2017-2018, c'est sa dernière vraie saison, mais prêté à Wolfsburg. C'est sa dernière vraie saison complète. Il n'a que 27 ans. En avril, il n'aura que 27 ans. Il est normalement au top d'une carrière, au top dans toutes les caractéristiques nécessaires. Et ça peut aller très vite en cas de transfert libre dans un club bien choisi pour se retrouver tout de même à la Coupe du Monde. Parce qu'il reste quand même avec cet instinct de buteur. Là, j'avais des chiffres, moi j'en ai aussi.
38 minutes, c'est ça qui est criant, hein. C'est la première ligue. 38 minutes seulement en première ligue cette saison. 2 buts, dont un but ultra décisif, par exemple, le 0-1 à la 94e à Wolverhampton. Dans la course au titre, ce sont des points, c'était le 4 décembre, ce sont des points ultra importants. D'où le statut qu'il a. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui que Luis Diaz, là, de Porto, est arrivé, se pose encore plus la question de quand va-t-il jouer? Il y a encore une finale de Coupe de la Ligue. Mais j'ai l'impression qu'il va vouloir la gagner et pas mettre ce type de joueur-là. Mais... Je rejoins Philippe sur le facteur de l'accoutumance. On finit par se résigner en se disant, ben voilà, je gagne bien ma vie, le coach m'aime bien, va me faire monter de temps en temps, et on perd un petit peu l'esprit d'entreprise en disant, je vais prendre ma valise et risquer d'aller... peut-être pas à la veste. Ouais, mais il jouait avec le feu. Son match, c'était contre le Pays de Galles qu'il a joué avec les Diables. C'était dur, hein. C'était même un peu... Ça faisait mal au cœur, finalement, pour Divock Origi. Il sent que depuis Saint-Marin, il y a 3 ans, qu'il a grillé ses cartouches en même temps qu'il y a nos âges. Donc, il est là. Mais encore une fois, un bon transfert. Et les buts qui reviennent ici, puisque c'est vrai que c'est tellement particulier d'avoir la Coupe du Monde en novembre-décembre. Tu démarres bien la saison. Pourquoi se priver d'un gars qui est... C'est un fameux joker, hein, cette Coupe du Monde, pour les gens qui ont des problèmes de temps de jeu. Ah oui. C'est un joker terrible. Mais lui, est-ce qu'il ne manque pas quand même à un moment donné d'ambition? Parce qu'on sait qu'il a jamais caché le fait qu'il acceptait ce rôle de numéro 4 derrière Firmino, Salah et Mané. Est-ce qu'à un moment donné, on peut rester 3-4 ans à temps, ça valait. Mais il y a Diogo Jota. Voilà, il y a Luis Diaz qui vient d'arriver. Ça commence à faire... Ça dépend ce qu'on met qu'on met comme signification et comme sens sur sa carrière. Alors tout le monde a envie de gagner beaucoup d'argent et plein de trophées dans un grand club. Ça, on n'enlèvera ça à personne. Mais des joueurs de ce calibre-là qui ne sont pas non plus des stars mondiales se disent peut-être, je me contente de ce que j'ai dans un grand club avec un bon salaire et je prends ce qu'il y a à prendre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne le fasse quand même pas jouer plus souvent dans des situations un petit peu critiques, puisque... Il lui dirait même visiblement, vas-y, monte au jeu et fais-nous du Divock, quoi, quand il le lance dans le jeu. Donc, ça reste effectivement paradoxal et c'est clair que l'histoire, elle est finie. Au mois de juin, elle est finie. Là, au mois de juin, il faut qu'une décision soit prise et de toute façon, le contrat arrive à échéance. C'est le contrat qui Je crois que s'il y avait une prolongation d'1 an en cas qui est liée à un nombre d'apparences, de titularisation, ce ne sera pas le cas, sans doute, qu'il soit renouvelé d'1 an. Maintenant, est-ce qu'on est mieux sur le banc à Liverpool ou sur le terrain à Stoke City? C'est aussi une question presque philosophique de ce métier. Voilà. Ça vaut pour tous les métiers, alors. Absolument, oui. Ce qui est certain, c'est que on ne le verra pas encore ce week-end sur les pelouses de Première Ligue, puisque de nouveau la Première Ligue est à l'arrêt, puisque c'est la FA Cup. Mais par contre, il y a quand même un match très très important sur Vous Sport, parce que la Première Ligue c'est sur Vous Sport, Christine. Ah oui, un match pour le maintien qui concerne d'ailleurs un de nos joueurs belges, ex-Diable Rouge, et pourquoi pas un jour Christian Cabasele, qui a retrouvé le terrain là récemment. Puis il y a eu encore changement de coach, nouveau et énième changement de coach à Watford, mais c'est les 2 derniers là qui comptent. La Première Ligue, elle est compliquée à situer et à visionner pour le moment avec toutes les équipes qui ont un nombre de matchs différents. Mais la FA Cup, Origi, c'est un peu juste. Il revient de blessure, donc ce sera sans doute pas pour. Mais c'est le profil de compétition auquel il participe, oui. Rendez-vous donc à 19h pour le match en retard de Première Ligue sur Vous Sport World 1. C'est l'instant promo, donc on continue. Vous êtes également sur les terrains de Pro League, mais pas ce week-end, vous êtes encore en congé, c'est ça l'idée? Il fallait que je me remette de ce podcast. C'était un petit peu l'idée, j'avais demandé un week-end libre. Surtout Fred, Philippe, il y avait du lourd à affronter aujourd'hui, donc... Merci pour le lourd. Au moment où je le dis, je me dis, zut. Je fais mon coup de chapeau. Fred, vous le retrouverez notamment évidemment dans le soir, le coup franc lundi. Déjà une petite idée de sur quoi vous allez partir? Non, je présume que non. C'est comme c'est le dimanche à 20h. C'est préparé en direct. C'est le dimanche à 20h, bien entendu. Par contre, Philippe de Witt a déjà tout prévu pour sa séquence demain dans Sud Presse, Sud Info, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province Nord-Éclair et la Capitale. Vous parlez de... Mais je délire un petit peu sur ce que pourrait donner un championnat de Jupiler Pro League en prenant uniquement les clubs qui n'ont aucune personne citée dans les 56 du Football Gate. C'est bien ça le problème, c'est que vous délirez depuis... On trouve assez d'équipes. Non, c'est tout juste. Il y a l'Union.
Il y en a 8, ce serait un peu comme la D1B si on veut, enfin voilà. Et le mot de la fin, c'est pour Grégory Baillet. Voici pourquoi il ne faut pas rater demain, samedi, les éditions Sudinfo, La Meuse, Annales Gazette, La Province Nord-Éclair, La Capitale, mais également le soir, parce qu'il y a du lourd, évidemment. Évidemment, on reviendra forcément sur les gros chocs de ce week-end, et notamment le match de ce soir entre Charleroi et Saint-Tron. Un Serein. portrait de... Serein. Charleroi-Serein, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Saint-Tron. Charleroi-Serein, parce que Saint-Tron n'est pas encore wallon. Donc Charleroi-Serein, puis forcément on fera un gros portrait de Puertas, un des joueurs qui pourrait devenir une des stars, déjà peut-être en cette fin de saison du côté de l'Union. Et puis en dehors du foot, parce qu'il n'y a pas que le foot dans le monde, il y a Remco Evenepoel qui pourrait s'adjuger ce week-end le Tour de Valence. Ce serait le 7e tour d'une semaine qu'il remporterait d'affilée. Attention à Saint-Tron, qui appartenait à la principauté de Liège. Oui. Donc Saint-Tron a été une ville francophone. Tout à fait. Petit bout d'histoire. Voilà. Merci. Voilà. On clôture sur ce petit bout d'histoire, cette petite note d'histoire. Merci à tous, à très bientôt.